Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Allô Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Bonjour Aline. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors Isabelle, on commence par le travail de nuit qui aurait une incidence sur la fertilité. Le travail de nuit n'est pas bon pour la fertilité. Ce sont 473 patientes d'une clinique spécialisée dans les problèmes d'infertilité qui ont été suivies dans cette étude publiée aujourd'hui. Âge moyen, 35 ans. Et il ressort des conclusions que celles qui travaillent de nuit ou avec des horaires variables ont moins d'ovules que les autres. Explication donnée par les chercheurs de l'université de Boston. Ce serait l'horloge biologique qui n'apprécierait pas du tout d'être perturbée. Mais l'étude va plus loin et pointe également les risques de problèmes de fertilité chez celles qui ont un emploi physiquement pénible, celles qui doivent porter souvent ou occasionnellement des charges lourdes et qui ont elles aussi moins d'ovules en réserve que la moyenne. Les explications du docteur Jean-Luc Mergui, gynécologue obstétricien. Le fait de perturber l'horloge interne, ou d'avoir un travail pénible ou de travailler la nuit, c'est vrai que ça peut avoir des conséquences à la fois sur la fatigabilité de jour et sur le reste de la vie familiale. Néanmoins, je crois qu'il faut aussi se méfier des études épidémiologiques. Celle-ci a lieu sur 474 personnes, donc c'est un tout petit peu un échantillon assez restreint. On peut imaginer aussi que les femmes qui ont un travail pénible ont d'autres conditions socio-économiques de tabagisme, par exemple, qui pourraient altérer également la fertilité. On sait que le tabac, par exemple, est un facteur important. On sait aussi que l'alimentation peut être un facteur important et on pourrait imaginer que les femmes qui ont les travaux les plus pénibles, qui travaillent la nuit, ont déjà une atteinte, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être le tabac est la cause principale et l'association qu'on a retrouvée dans cette étude n'est qu'un épiphénomène. Donc si vous travaillez de nuit, si vous effectuez un travail pénible, surtout vous ne mangez pas n'importe quoi et surtout vous ne fumez pas. Et en cela, je sais Léna qu'on va faire énormément plaisir au docteur Kirzek. Oui, mais j'ai une autre question avant de donner la parole au docteur Kirzek. Est-ce que le travail de nuit nuit à la libido ? Eh bien le docteur Kirzek peut nous en parler vu qu'il est très souvent de garde. Non, alors ça ne nuit pas. Vous savez, c'est pas un cas particulier, on ne doit pas en faire une généralité, mais les impacts sanitaires, ils sont connus, cette désynchronisation des rythmes avec la mesure d'hormones qui vont complètement bouger, complètement être chamboulées. Si on vous prive de sommeil, vous avez des hormones du stress notamment qui sont au plafond. Et donc il faut à tout prix avoir une hygiène de vie. Il a raison, confrère gynécologue, limiter le tabac, attention au grignotage. Et ça a des impacts sur le surpoids, sur l'infarctus du myocarde, sur le diabète et même sur l'apparition de certains cancers. Donc hygiène de vie en premier et puis un peu de rattrapage et notamment la sieste en début d'après-midi permet de diminuer ces hormones de stress et permet de compenser un peu, mais c'est une vraie pénibilité. Allez, une grande nouvelle dans Santé Magazine, des avancées sur la contraception masculine. Alors que les femmes disposent de plusieurs moyens de contraception, les hommes, eux, ont peu de choix. Et des chercheurs ont donc testé un gel sur des singes, un gel présenté comme une alternative à la vasectomie. Tiens, ça fait plaisir à Dr Gérald Kirzek. Non, mais c'est la comparaison des hommes et des singes, c'est surtout ça. J'en étais sûre. De quoi s'agit-il, Aline ? En fait, c'est des chercheurs californiens qui, effectivement, promettent une alternative à la vasectomie. Bon, la vasectomie, c'est pratiqué aux États-Unis, à peu près 500 000 hommes opérés chaque année. En France, ça reste rare. Moins de 0,2% des hommes y ont recours. C'est une pratique radicale, en principe irréversible et encore tabou en France. Hein. Donc, la vasectomie, on rappelle juste ce que c'est. Hein. C'est-à-dire qu'on va aller ligaturer, non pas les trompes, mais ligaturer les canaux déférents pour éviter qu'il y ait le sperme et donc diminuer la fécondité et de pouvoir procréer. Exactement. Et alors, donc ces chercheurs, ils ont testé une nouvelle méthode, c'est-à-dire un gel contraceptif à base de polymère chez des singes. Hein. Pour l'instant, précision qui a son importance, il s'agit quand même de l'injecter sous anesthésie dans les canaux déférents. C'est pas la petite pommade qu'on se passe sur. C'est moins agréable, mais bon, c'est sous anesthésie, ça dure pas longtemps. C'est déjà testé en Inde, d'ailleurs, un procédé identique chez des hommes. Donc sous anesthésie dans les canaux déférents qui transportent le sperme vers l'urètre. Alors le gel injectable, il s'est montré très efficace dans le groupe de singes. Aucune grossesse n'a été observée entre les mâles et les femelles qui ont été évolués librement 2 ans. Autre bonne nouvelle, il a été bien toléré, les complications furent minimes. Mais il reste à confirmer la réversibilité de la méthode. Oui. Alors, la presse anglo-saxonne, elle a vraiment bien accueilli cette étude. Déjà en 2014, le New York Times, quand on a commencé à tester ce test, disait que c'était la méthode la plus susceptible d'entrer sur le marché américain. Bon, il faut dire que 13% d'hommes ont déjà recours à la vasectomie aux États-Unis. Bon, en France, c'est pas la même chose. Alors, on a eu d'autres méthodes qui ont été testées. Les injections de testostérone 1 fois par semaine.
Bon, ça fonctionnait, mais la piqûre, c'est vraiment mal passé. On a le slip chauffant. Le slip chauffant. Bon, une pratique. Vous l'avez testé, Gérald, le slip chauffant? C'est ma fête aujourd'hui. C'est bientôt mon anniversaire, mais pas ma fête. Mais bon, voilà, d'accord, ça alors fait on plus passe. sourire que ça n'emballe. Bon, on voit bien que le problème, Pourtant, ça emballe aussi, mais bon. Allez-y, pardon. on voit bien que le problème, il n'est pas que médical. Il faut un mouvement social, une demande. La pilule féminine, ça a marché. Il y avait des laboratoires qui ont fait des pilules féminines leur cheval de bataille et leur source de profit. La contraception masculine, c'est une part de marché réduite, pas très rentable. Les résistances, elles sont peut-être plus larges. Ça questionne la fertilité, la virilité. Il y a encore des freins. Pas seulement du côté des hommes, du côté des femmes aussi. Les femmes ne seraient pas forcément prêtes à confier leur contraception aux hommes. Mais les choses, ça bouge quand même. On voit que peut-être que si on offrait une palette de solutions contraceptives à la fois pour les hommes et pour les femmes, chacun pourrait décider ou non de contrôler sa fertilité. Et ben voilà. Et puis on partagerait cette responsabilité et ça serait peut-être, après tout, le stade ultime de l'égalité homme-femme. Enfin, en tout cas, je lance le débat. Sans piqûre, ça serait mieux quand même, parce qu'une pilule masculine, pourquoi pas, un peu comme une pilule contraceptive pour les femmes. Enfin, la piqûre avec bloquer les canaux déférents comme ça, j'ai mal d'avance. Et on rappelle le préservatif, qui est aussi un moyen de contraception et surtout un moyen de prévention des infections sexuellement transmissibles. Bon, et moi je suis pour ouvrir le débat, puisque j'ai appris aussi ce matin dans le Parisien qu'une enquête révèle que les femmes se détournent justement de plus en plus de cette fameuse pilule. Isabelle, le chiffre du jour, c'est 70. 70 quoi ? 70 mannequins qui vont défiler sur les podiums de la Fashion Week de New York et qui ont signé une pétition pour dénoncer, je cite, les pratiques malsaines de contrôle de poids pratiquées par les agences qui les emploient et qui continuent de mettre gravement en danger la santé des mannequins. Ouais. Alors cela fait suite à une étude de l'Institut Runway Research qui a établi que plus de 80% des mannequins sont en sous-poids. Ça nous arrivera jamais. Mais que pour autant, elles continuent de subir des pressions des agences qui veulent les faire maigrir encore plus. En France, depuis 2015, une loi est censée mettre fin au diktat de la maigreur. Pour travailler, pour défiler, un mannequin doit désormais produire un certificat médical de bonne santé. Mais malgré les textes et puis quelques exceptions très médiatisées, le mannequin fil de fer continue de rester la norme.